Docteur Jean-Jacques Herbstein, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va être passionnant, je le dis d'avance, parce que vous allez traiter un sujet qui est, en gros, qu'est-ce qu'il y a entre les mythes et les réalités d'un conflit, et principalement de celui qui nous préoccupe en ce moment. Mais vous allez nous en parler, pas de ce qui se passe maintenant, mais vous allez aller jusqu'à 75 ans en arrière, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël. Donc, c'est ça, il y a une partie de mythe et une partie de réalité, vous allez nous dire la vérité, en fait. Alors, bon, le problème qu'on peut avoir, c'est que bon, je vais vous poser des questions dont je connais les réponses peu ou prou, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne depuis toujours. Néanmoins, c'est très compliqué parce que en France, on doit se battre contre des idées reçues qui sont assez tenaces et qui sont véhiculées par une idéologie que vous connaissez en France. Et je pense il serait bon de remettre un peu les pendules à l'heure et de revenir un peu à l'origine. Bon, on va pas repartir de 48, mais je vais vous poser des questions que j'entends régulièrement autour de moi, pour lesquelles j'ai des réponses, mais qui sont pas forcément peut-être des bonnes réponses. Alors la première chose que j'entends régulièrement, c'est de toute façon Israël est un État colonisateur. Alors bon, je voudrais bien avoir votre avis sur cette question, même si bon moi a priori j'ai la mienne, mais je voudrais avoir votre avis, vous qui êtes israélien. Mon avis personnel, Israël un État colonisateur, je ne sais même pas ce que ça veut dire colonisateur. Colonisateur de quoi? Donc franchement, ça me paraît c'est une observation un peu incongrue quand j'entends ça, et j'entends souvent quand je suis en France. Moi, plutôt que Israël est-il un État colonisateur, j'irai un peu plus loin dans l'histoire, ou un peu plus en arrière dans l'histoire. Existe-t-il vraiment un peuple palestinien? Parce que c'est ça qui me préoccupe, moi. C'est ça, c'est-à-dire que bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Galit. C'est-à-dire que pour être colonisateur, il faut venir et prendre quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Or, on va quand même rappeler qu'il n'y a depuis la création du monde jamais eu d'État palestinien. Il n'y a jamais eu de citoyens palestiniens avec un passeport palestinien, une représentation palestinienne, un gouvernement palestinien. C'est-à-dire que cette terre a été pendant des siècles, a fait partie de l'Empire ottoman. Ensuite, elle appartenait à c'était les Anglais qui étaient, tout le monde le sait, sur cette terre, qui s'appelait, que les Anglais avaient d'ailleurs baptisé Palestine, et dont le drapeau était bien sûr une Magen David, donc une étoile de David. Donc il n'y a jamais eu d'État palestinien géré et gouverné par des Arabes, parce que pour moi ce sont des Arabes, ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Arabes qui habitaient, en tout cas qui étaient sur la terre d'Israël, et finalement pour coloniser quelque chose. Alors après oui, il y a eu des guerres, et comme dans toutes les guerres entre deux États, surtout quand il s'agit de guerres territoriales, eh bien il y a les vainqueurs qui récupèrent des terres. C'est comme si on demandait aujourd'hui à la France de rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ah non. Non, français, pas la Lorraine, l'Alsace peut-être. Non, mais en fait, les colonisateurs, parce qu'on parle de la France, elle a entièrement raison, Galit. Les Français ont colonisé l'Afrique et l'Algérie. Je peux en parler de l'Algérie parce que mes parents sont originaires d'Algérie. Il y avait des colons français qui ont colonisé l'Algérie. Ils ont acheté des terrains à n'en plus pouvoir. Et ils ont fait venir en Algérie, tant que faire se peut, la culture française. D'accord ? Mais ils étaient français dans un pays qui n'était pas le leur. Là, on peut parler de colonisation. D'ailleurs, quand ils sont partis, De Gaulle a appelé ça la décolonisation, à la fois de l'Algérie et des pays africains. Mais dans ce qu'on parle, quand on parle d'Israël, je suis désolé pour mes amis, parce que j'en ai quand même quelques-uns arabes, nous étions là avant eux. Et les Palestiniens, Arafat lui-même l'a déclaré dans une interview dans les années 60, c'est lui qui a inventé le mot peuple palestinien. Donc franchement,
colonisation, ou plutôt Israël colonisateur, moi ça me fait rire. Voilà, en réalité ça me fait rire. Et puis Donc mythe, oui. Oui, oui, j'allais dire que sur le plan historique, d'abord, il y a un début de cette sémantique à propos de la colonisation. On est effectivement là dans une sémantique organisée, structurée. Par qui? Par effectivement l'Union soviétique qui va sponsoriser Arafat, mais qui va aussi lui donner les outils pour pouvoir être armé idéologiquement, sans compter bien sûr le reste qui lui permettra de commettre ses premiers attentats terroristes. Mais on a avec cette sémantique quelque chose qui fait partie aussi du mouvement de décolonisation. Qui, depuis, je le rappelais dans une précédente émission, avec le général de Gaulle, lors de sa tournée africaine, eh bien, avait déjà été annoncé. Et finalement, on se retrouve avec, pour pouvoir défendre finalement ce mouvement de décolonisation, il fallait bien dire que le colon était du côté versus sombre, versus obscur. Et en fait, à partir de là, le terme de colon a été collé à Israël, et là, c'était dans la sémantique, mais c'est devenu officiel, institutionnalisé à partir de la guerre des séjours. Ou à partir de la guerre des séjours, là, on a vu quelque chose s'ancrer avec en même temps les révolutions culturelles et universitaires et autres qui ont accompagné le monde moderne à partir des années 60, les premiers situationnistes en France, et puis jusqu'au happening et mouvement beatnik, etc. aux États-Unis. Donc on va voir effectivement un langage, une posture où le colon, c'est le méchant. Sauf que la question qui se pose, c'est combien de temps on est colon? Moi, c'est la question que je pose. Combien de temps on est colon? Est-ce que, par exemple, tu parlais de l'Algérie, est-ce que celui qui a fait partie du décret Crémieux et qui a eu des enfants et des petits-enfants, est-ce qu'à partir de là, il est toujours colon? Mais moi, j'aimerais bien avoir quand même l'explication sur le mythe, parce que en fait, c'est ça la question. Où est le mythe dans le problème, dans le conflit israélo-arabe? Où est-ce qu'il est? C'est moi qui vous pose la question cette fois-ci. Ah oui, bien compris. Non, mais bon, moi, si vous voulez, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et c'est un peu un de mes grands choix pour essayer de leur expliquer. Moi, je remonte un peu plus loin. Je remonte à Adrien, qui a débaptisé la Judée en Palestine, parce qu'il voulait plus entendre parler des Juifs, pour leur expliquer un peu qu'il n'y a pas du tout de colonisateur. Mais alors, l'autre question qui revient aussi, et parce que c'est un peu la grande pierre d'achoppement quand on parle un peu du conflit israélo-palestinien, ce sont ce qu'on appelle, moi je suis pas d'accord du tout, on est bien d'accord, je fais un peu l'avocat du diable, c'est les territoires occupés. Donc quand on parle de Judée-Samarie, on se fait hurler dessus en disant non, ce n'est pas la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie, et Israël colonise et vole des terres aux Palestiniens. Ça, c'est des choses aussi que j'entends régulièrement. Mitterrand parlait de territoires disputés d'ailleurs, et non pas d'ailleurs de territoires. Oui, absolument. Alors moi j'adore ce mythe effectivement de territoire occupé, parce que encore une fois, si on revient, et comme on l'exige d'Israël régulièrement, c'est de revenir aux frontières de 67. Quoique maintenant c'est dépassé, on voudrait qu'on vienne aux frontières de 48. Mais bon, si on reste comme on était encore il y a quelques années pour le retour aux frontières de 1967, il faut quand même rappeler que la bande de Gaza, avant la guerre des 6 jours, appartenait donc à l'Égypte, et la Cisjordanie, la Judée-Samarie, appartenait à la Jordanie. Donc moi je veux bien qu'on rende des territoires qu'on a gagnés et qu'on a qu'on a gagné au cours des différentes guerres, et de la guerre des 6 jours en particulier. Mais à ce moment-là, il faudrait pas qu'on le rende aux Palestiniens, puisque les Palestiniens, encore une fois, c'est un mythe, c'est eux le mythe, il n'existe pas. Il faudrait qu'on rende donc à la Jordanie, qui n'en veut pas, qui s'est clairement positionnée là-dessus. Elle, ça n'intéresse pas la Jordanie de récupérer les territoires de Judée-Samarie.
et puis la bande de Gaza à l'Égypte. Donc, encore une fois, même si on rend et on revient aux frontières de 1967, ça ne règle absolument pas le problème du pseudo-peuple palestinien. Oui, mais alors, attendez, je vais rebondir sur ce qu'on m'allègue à ce moment-là. C'est que naturellement, vous savez, avec le drame du 7 octobre, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais. Et le mais, c'est ils l'ont bien cherché parce qu'ils ont colonisé, ils ont pas du tout, enfin disons, ils ont fait une colonisation sauvage en Cisjordanie au détriment des pauvres Palestiniens. Bon, ça, c'est ce que j'entends naturellement toujours, et ce sont des idées reçues contre lesquelles j'essaie de me battre. Et puis on vous sort les accords d'Oslo, les trois, la zone A, la zone B, la zone C. Parce que bon, vous savez, ils sont malins, ils vont un petit peu chercher sur Wikipédia et ils ont des informations qui sont un peu parcellaires, et c'est toujours très compliqué de se battre contre eux pour leur essayer de les convaincre exactement ce que tu viens de dire, Galit, hein, c'est que ces territoires c'était de la Jordanie. Alors quoi leur dire dans ces situations-là quand on parle des accords d'Oslo, de ces trois territoires abaissés et que les accords ne sont pas respectés parce qu'il y a des résolutions de l'ONU qui tombent régulièrement à l'encontre d'Israël et que Israël ne les respecte pas. Alors déjà sur l'ONU, on en a parlé il y a quelques jours sur cette antenne. Je pense qu'il faut commencer par rejeter complètement la légitimité de l'ONU sur la discussion, dans la mesure où l'ONU condamne beaucoup plus Israël que l'ensemble des autres pays du monde. Que toutes les résolutions anti-israéliennes sont votées à l'immense majorité par les membres de l'ONU, qu'il y a en permanence une quarantaine de conflits dans le monde, que dans l'ONU, il y a plus de la moitié des pays qui ne sont pas des démocraties, donc que la légitimité de l'ONU, dans tous les cas, elle ne s'oppose plus. Et l'Iran qui devient président du conseil du forum social au Conseil des droits de l'homme, voilà, on est dans le machin que le général de Gaulle donc avait donné comme terme à l'ONU. Moi, il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est que si on remonte à l'histoire, et alors on a quelqu'un de parfait pour nous en parler, c'est Jérôme avec nous, mais quand on marche sur chaque mètre carré de ce pays, on y trouve des sources bien sûr différentes, celles des invasions qui se sont installées, les croisés, les mamelouks, etc. On va y croiser aussi un petit peu de circassiens, on va y croiser... Voilà. Mais il y a quelque chose qu'on est sûr de croiser parce qu'il y a eu une permanence depuis l'exil après la destruction du Second Temple, c'est celle juive. À tel point que pour faire un petit peu méditer peut-être les contempteurs de la colonisation juive, eh bien c'est de parler que à la fin du 19e siècle, eh bien le sultan, enfin le sultan, non, son délégué au district de Jérusalem, qui cherchait quelqu'un pour gérer le halal pour la communauté musulmane de Jérusalem, eh bien ne trouvera ni plus ni moins qu'un juif pour gérer donc et le halal et la cacheroute pour les juifs vivant dans ce district. Donc on a des aberrations, on a des contradictions qu'il est facile de remettre en question. Quand on parlait tout à l'heure de Palestine, bah, le timbre palestinien, le philharmonique, le premier philharmonique d'Israël, c'était l'orchestre philharmonique de Palestine, il était bien sûr évidemment juif, que le timbre était évidemment juif, avec une Maguette David, etc., que les pièces de monnaie étaient... voilà, donc... c'est un petit peu étrange de se voir toujours rejeter ce mythe et qu'il se soit aussi bien ancré parmi ceux que tu citais tout à l'heure. Moi, je voudrais être très provoque, parce que finalement, sinon ce serait pas intéressant, parce que c'est ma nature. Ce que j'entends souvent quand je parle avec des Français ou d'autres qui sont antisionistes, donc qui nient le droit d'Israël à exister, c'est qu'ils me disent justement que le retour des Juifs, qui ne considèrent d'ailleurs que comme une religion et non pas comme un peuple, sur une terre qui ne leur appartient pas, c'est ça le mythe. Et quand ils me disent, vous vous basez sur la Bible
qui a 5000 ans, on ne sait pas, disent-ils, par qui ça a été écrit, et en vous basant sur un livre dont on ne sait pas d'où il sort, vous allez vous installer dans un pays, je les cite toujours, d'accord, je fais de la provoque, ne me prenez pas au mot, dans un pays qui n'était pas le vôtre, où il y avait des habitants qui étaient là depuis de nombreuses années, et donc vous êtes un pays colonisateur. Et donc, en réalité, le mythe pour eux, c'est que Israël ne devrait même pas exister, n'a pas le droit à l'existence. Là, on est dans le vrai mythe, oui ou non? Mais alors, mais parce que moi, il me semble, je suis même quasiment sûr, qu'au départ, avec les premières alias, tous les terrains ont été achetés aux Turcs. C'est-à-dire qu'ils sont pas vus comme ça, ils sont pas installés sur des terrains en disant non, on est chez nous. Et ça a été vendu des fortunes. Enfin, les Turcs étaient très contents de trouver des gens pour acheter des morceaux de désert. Tout à fait. Ça, j'essaie de leur expliquer aussi un peu ça. Oui, mais là, ils vont vous répondre, les Français aussi, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont acheté des terrains aux indigènes, aux Arabes et aux Berbères. Ouais, absolument. Jean-Jacques. Une autre. Oui. Ouais, pardon, juste par rapport à ce point-là, un des problèmes historiques, c'est que les terrains ont été achetés, mais ils n'appartenaient en majorité pas aux Turcs, ils appartenaient à des grandes familles qui habitaient notamment le Liban ou l'Égypte, ou l'Irak, et que quand les Juifs ont acheté ces terres, ont commencé à les cultiver, ça a créé du chômage au niveau des travailleurs arabes qui travaillaient sur ces terres sans être propriétaires. Et donc, ça a appauvri et compliqué la vie d'une partie des communautés arabes. Après, pour finir sur le dernier point, on peut aussi, si on revient sur l'idée du plan de partage, que les Juifs avaient accepté ce plan de partage, qu'à partir du moment où les Arabes ont rejeté le plan de partage et ont déclenché la guerre, que les conséquences de la guerre et la victoire d'Israël sont la responsabilité des leaders arabes de la région et des pays voisins, et qu'à partir de là, la légitimité juive s'en est trouvée renforcée. Très bien. Moi, je voudrais toujours, encore une fois, vous écouter sur le problème en réalité, qu'est-ce qui préoccupe, parce que vous habitez en France, qu'est-ce qui préoccupe le Français lambda, je ne parle pas de celui qui est d'extrême gauche, trotskiste ou léniniste, dans ce problème israélo-arabe? Qu'est-ce qui le gêne? Mais je crois tout simplement, on serait au Botswana inférieur et au Botswana supérieur, ça passerait crème. Le problème, c'est que c'est les Juifs. Voilà. Et il reste quand même un fond d'antisémitisme. On y arrive. Ce qui les gêne, ce sont les Juifs. C'est ce qu'a dit Johann Sfar, vous savez, le dessinateur qui écrit le Johann Sfar. Et qui est très connu chez nous en France, en disant que les Français aiment les Juifs quand ils portent des pyjamas rayés, mais ils les détestent quand ils sont vainqueurs. C'est-à-dire qu'il y a encore en France l'image du Juif errant qui courbe les chines et qui doit prendre. C'est le fameux dessin de Tim. Vous devez vous souvenir de ce dessin de Tim dans l'Express où on voyait un déporté en tenue de déporté, donc rayé noir et blanc ou bleu et blanc. C'était à l'époque, c'était en noir et blanc. Qui avait une pose un peu dominatrice, et ça suivait d'ailleurs à l'histoire de Gaulle quand il avait déclaré que le peuple juif était sûr de lui-même et dominateur. Donc c'est toujours la même chose, quoi. Le juif sera toujours, allez, disons le mot, l'homme à abattre. Je peux poser une question à Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques, j'en profite puisque toi tu vis dans une région. Alors je sais pas, hein, j'ai l'impression que tu vis pas à Aubervilliers, c'est ça, ni à Saint-Denis, non. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Non. Mais j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe et c'est pour ça que je viens prendre ton sentiment là-dessus. J'ai l'impression que le français, pas le musulman de France, mais le français, le chrétien, pour une fois comprend, ou en tout cas prend pour la première fois, peut-être depuis des années, conscience que aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, peut un jour arriver en France. Et j'ai l'impression qu'on a le soutien, finalement, qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment l'islamo-gauchisme en France, parce que j'ai l'impression qu'on a le soutien des Français de souche.
parce qu'il ne faut pas oublier que les Français en eux-mêmes ne sont pas vraiment antisémites. Souvenez-vous, pendant la Shoah, il y avait en France, je crois, en 40-45, 400 000 juifs. Il y en a, alors, je n'aime pas dire que, parce que c'est toujours immensément trop. Il y en a eu 75 000 qui ont été déportés. Les autres, notamment mon père, ont été cachés par des Français qui, pour eux, n'avaient aucune idéologie. C'était un réflexe parfaitement normal de sauvegarde, parce que, justement, c'était une pensée chrétienne. C'est-à-dire que je suis chrétien, je dois aider mon prochain, quelle que soit sa couleur, sa race, sa religion. Donc le français en lui-même n'est pas du tout... il y a un antisémitisme maurassien, mais là, ça devient vraiment un épiphénomène. Maintenant, l'antisémitisme d'extrême droite est en train de disparaître. Bon, voilà, c'est vraiment très peu de gens. En revanche, j'ai envie de citer une expression, bon, tant pis, je vais pas me faire des copains... pas chez vous, mais ailleurs, c'est le nazi-islamisme. Parce que bon, je me suis beaucoup intéressé à la question avec Husseini, le Moufti de Jérusalem, les collusions un peu étranges entre le nazisme et l'islamisme, Himmler qui avait le Coran, Mein Kampf qui a été traduit en arabe. Donc c'est des choses que je connais très bien. Et il y a quand même en France, justement, avec cette immigration complètement délirante et incontrôlée, on a fait venir des Tchétchènes, enfin des gens... Très bien, je veux bien qu'on soit un pays d'accueil, mais on a fait aussi venir une idéologie qui est complètement dangereuse et qui peut se réveiller d'un jour à l'autre. Et tu as totalement raison, c'est que les Français ont parfaitement conscience que ce qui s'est passé chez vous le 7 octobre, nous, on est les prochains. Hein. Mais il y a un point, justement, tout à l'heure, j'ai abordé le sujet, un sujet à propos de la Turquie, et cette région de l'Est de la France, justement, est sujet aujourd'hui à polémique. On se rappelle la mosquée de Strasbourg, qui devait être construite et qui va être construite, si elle ne l'est déjà d'ailleurs, par Absolument, ouais. un mouvement très centriste et très islamiste. C'est celui de la Turquie. Et je disais que la Turquie est très nationaliste et que depuis l'ère Erdogan, elle a flirté et encouragé un nationalisme turc au sein de la population turque en France, et que les cultes les plus islamisés et les plus en mouvement en France sont justement le milice Gorus et puis le DTIB, si je dis bien, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire donc les deux mouvements qui sont les fréristes, bien entendu, et les plus engagés à vouloir rester turcs tout en étant sur le sol français. Est-ce que là, on n'a pas une cinquième colonne? Non, c'est tout à fait juste. Hein. Mais alors, attendez, pour revenir aux idées reçues, parce qu'on pourrait continuer sur cette lancée, je peux vous parler également de la guerre d'Algérie, de la mauvaise conscience française par rapport à la guerre d'Algérie, la politique pro-arabe de De Gaulle qui a été reprise par les autres. Mais j'ai une question que je vais vous poser. Parce que ça, j'entends ça régulièrement. Jean-Jacques, ce sera la dernière question, parce qu'on est pris par le temps, là. Oui. Ah, une dernière question. Alors, écoutez, on va parler de Gaza. Hein. Alors, Gaza, prison à ciel ouvert. Donc ça, c'est ce que j'entends. Bon, moi, je me défends en disant, allez sur Booking, tapez Gaza, et vous serez ou sur TripAdvisor, vous serez très étonné de voir les hôtels de luxe qu'on peut trouver à Gaza. Il y a des choses, quand on regarde sur les sites du WHO, enfin de l'OMS, on est très étonné des statistiques sur Gaza. C'est là où il y a le plus grand nombre de connexions Internet, universitaires, enfin, etc. Donc, maintenant, on nous allègue toujours, mais de toute façon, les pauvres Gazaouis, c'est une prison à ciel ouvert. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, il y a un blocus, ils crèvent de faim. Ah voilà, j'entends ça à longueur de journée. Ben, c'est simple, il suffit d'aller sur Airbnb et il suffit d'aller effectivement d'ailleurs entre 2005 et 2021 à peu près, 2022 même, la bande de Gaza n'a cessé, en tous les cas sur sa partie sud, n'a cessé de se développer. Et absolument, la nomenclatura gazaoui aux mains du Hamas, du djihad ou du FPLP, il y a ces appartements, ces grandes résidences, et qu'on retrouve encore une fois à la location sur Airbnb. Donc il y a quelque chose qui est facile à voir, que ce soit pour le journaliste ou le statisticien de Médecins sans frontières. Sans parler des 6 milliards de dollars que les 3 ou 4 leaders du Hamas ont accumulés en le volant aux aides qui viennent d'Europe, de France et du Qatar. Mais ça, c'est on pourra en parler peut-être un autre jour. Ouais. On va se
séparer, docteur Jean-Jacques Epstein. Merci pour cet échange. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que effectivement, Gaza à ciel ouvert. Alors, quand Israël quand il y avait une présence israélienne et militaire à Gaza pour justement protéger les villages israéliens, alors on disait qu'on était des colonisateurs. Quand on a décidé de manière unilatérale, sans rien leur demander en échange, de sortir de la bande de Gaza, d'expulser et donc de déplacer notre propre population. On a déplacé nos propres frères, c'est-à-dire qu'il y a l'armée qui venait et qui déplaçait de force des Israéliens qui pouvaient être leurs cousins, leurs frères, leurs amis, d'accord ? Que personne, aucun soldat israélien n'a refusé parce qu'ils auraient pu le faire, n'a refusé d'exécuter cette mission terrible qui a été en 2005 sur la décision d'Ariel Sharon à l'époque. Et encore une fois, quand Israël se retire, on leur a laissé un paradis. Quand Israël se retire, c'est encore de la faute d'Israël si les Arabes de Gaza transforment ce paradis en enfer. Ce serait donc encore de la faute d'Israël. Je comprends pas. Quand on est sur place, on est des colons. Quand on se retire et qu'on leur laisse et qu'on leur donne, attention, parce que c'est pas qu'on s'est retiré sans rien. On leur transférait et ça a été suffisamment reproché à Netanyahou ces 15 dernières années. Tous les mois, l'argent du Qatar, des valises en espèces. Qu'en ont-ils fait ? On parle de 1 billion de dollars. Non, mais ils ont 6 milliards de dollars. Et cet que argent, on sait où il est, l'argent. ont-ils fait bon usage pour aider leur population à s'émanciper? Bien sûr que non. Il est dans leur poche. Il est dans leur poche. Ceux qu'on appelle les Palestiniens, les Arabes, n'ont jamais, en tout cas les leaders, que ce soit Arafat, Mahmoud Abbas après lui, les dirigeants du Hamas, ne sont absolument et ne seront jamais intéressés par la paix. Pas parce qu'ils nous détestent et qu'ils veulent nous supprimer, ça on le sait, et qu'ils veulent qu'on disparaisse et nous mettre à la mer, c'est leur grand fantasme, ça on le sait. Mais tout simplement parce que s'ils acceptaient un jour de se mettre autour de la table, de signer des accords, parce qu'on rappelle aussi qu'Ehud Barak a proposé et avait signé, il avait signé, sa partie était signée, en 2000, à Camp David, avait rendu 97% des territoires de 1967 à l'autorité, à Arafat, à l'autorité palestinienne, qu'il a refusé à la dernière minute. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que si un jour ils acceptaient de faire la paix avec Israël, mais comment vont-ils que vont-ils faire ? Ils n'auront plus le droit à tout l'argent, toutes les subventions, toutes les aides internationales qu'ils reçoivent par milliards de tous les pays arabes et de l'Union européenne et même des États-Unis. Donc voilà, uniquement la seule raison pour laquelle les Palestiniens, les Arabes de Gaza maintiennent leur population dans la pauvreté, c'est tout simplement parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent continuer à toucher les milliards qu'ils touchent tous les ans de la communauté internationale. Voilà, merci. Non, on arrête là parce que là on a dépassé le temps de parole avec Jean-Jacques. Je suis désolé d'être un peu impératif, mais dans une émission de radio ou de télé ou les deux, on a toujours un problème de timing. Donc merci Jean-Jacques Epstein et puis surtout j'ai envie d'ajouter bon courage à vous et à moi qui serai en France dans 15 jours en plus. Merci. Non, mais on n'a pas peur. Ok. À bientôt. Au revoir. Merci Jean-Jacques pour tout ce que tu fais. Merci. Au revoir.